Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et dans le cadre de la journée spéciale Astérix sur Europe 1, Franck Ferrand nous propose un numéro hors série d'au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Jean-Jacques Rousseau, dont on a célébré en juin le tricentenaire, écrivait « L'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait ôté. » Eh bien, pour paraphraser le Genevois, je dirais que je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure dans un album d'Astérix n'ait adouci. Et alors qui dit émission hors série dit forcément invité hors série. Et oui, nous recevons en effet l'homme, ou en tout cas un des deux hommes sans qui Astérix n'existerait pas, Albert Uderzo, qui est en train d'arriver, me dit-on. Alors je me rassure, il sera avec nous dans ce studio. Vous imaginez si nous sommes heureux et fiers. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certains créateurs font des machines, d'autres des lois, ou des jardins, ou des livres, ou des sites internet. Tous cultivent l'imagination. C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum, disait Baudelaire. Elle décompose toute la création et avec les matériaux amassés et disposés suivant des règles dont on ne peut trouver l'origine que dans le plus profond de l'âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. Je ne pense pas qu'il existe de plus jolie création que celle d'un petit monde imaginaire, justement plein de parfums, de sons et de couleurs, dans lequel les gens puissent aller se ressourcer à loisir. Or, c'est exactement ce qu'a fait, il y a 53 ans, le dessinateur Uderzo, lorsque d'un coup de crayon, immortalisé à l'encre de Chine et mis en couleur, il a donné naissance, en symbiose avec le scénariste René Goscinny, il a donné naissance au village armoricain d'irréductible gaulois le plus célèbre de tous les temps. Le chef à bras raccourcix, le druide Panoramix, le barde Assurance Tourix et tous les villageois, dont bien sûr Astérix, sont présents à nos esprits. Réunis en cercle pour un banquet de sangliers, Mélésanrix dans une bataille de poissons pourris, ça ferait un joli nom, tiens, Mélésanrix du reste. Ou simplement comme ça, vacants à leurs occupations paisibles, le vieil Ashcanonix couvant des yeux sa bien jeune épouse, le placide Obélix livrant un menhir, on se demande bien à qui du reste, et saluant courtoisement le facteur Pneumatix en grande conversation avec Yellow Submarine. Tout est dans le détail, ces trois fleurs à côté du petit chien idéfix, cet écureuil qui s'échappe de la vignette, la volute timide s'élevant de telle cheminée et telle cruche de cervoise tiède qui attend dans un coin. Si l'on en croit les experts en BD, la série vedette du journal Pilote s'inscrit dans la tradition de ce qu'on appelle l'école de Marcinelle, avec ses personnages agronnés et ses bulles arrondies. Mais comment ne pas voir que le dessin d'Uderzo, ce dessin s'en distingue, qu'il vaut par lui-même grâce à une profondeur, une fluidité, une vitalité, grâce à un sens du détail qui n'appartiennent qu'à lui. On peut chercher les causes du succès planétaire d'Astérix dans son humour ravageur et décalé, dans sa bonhomie franchouillarde, dans sa façon hyper attrayante d'envisager l'histoire de la Gaule conquise et des dernières années de la République romaine. Tout ça, naturellement, est incontestable, mais il me semble que c'est oublier l'essentiel, à savoir une fabuleuse aptitude à nous faire rêver, à nous transporter ailleurs. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, dit la page de garde. Vraiment, on se croirait plutôt dans un petit monde impossible à dater, comme une sphère hors du temps, comme une sphère libérée du temps. Il y a un univers Astérix, comme il existe un univers Tintin. C'est tout un monde à part, un micro-macrocosme en parallèle, doté de son propre soleil et de sa propre atmosphère, et dans lequel il est facile de glisser pour peu qu'on soulève la couverture cartonnée de tel ou tel album. J'appartiens, vous savez, à une génération dont l'enfance puis l'adolescence ont été rythmées par les aventures d'Astérix. Et il m'arrive, afin de rassembler facilement mes souvenirs, de me dire « Alors, 1975, oui, c'est l'année de la Grande Traversée. » Ou bien « L'automne 87, oui, la sortie d'Astérix Scheherazade. »
Lorsqu'une création s'impose si fortement à ce que l'on appelle la culture de masse, elle pose forcément une infinité de questions. Peut-on et faut-il adapter Astérix, comme le fait le film dont nous allons parler tout à l'heure? Dans quel pays Astérix rencontre-t-il le plus de succès? Que nous apprennent les albums sur les mythes de la France gaulienne? Les aventures d'Astérix admettent-elles une lecture politique ou même une lecture sociologique? Pourquoi pas psychologique? Est-ce qu'il existe des clés de lecture non révélées? Nous allons revenir sur toutes ces questions, mais en essayant de ne pas déflorer, si possible de ne pas dessécher du tout les belles images que chacun d'entre nous conserve dans un coin de sa mémoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1 du générique du dessin animé Astérix le Gaulois, composé par Gérard Calvi, qui est le papa du célèbre journaliste. Oui, de notre cher Yves Calvi, bien entendu. Et nous avons la chance et le plaisir de recevoir, vous l'avez dit Franck tout à l'heure, le célèbre dessinateur Albert Uderzo. Bonjour Albert Uderzo. Oui, bonjour, je suis désolé du retard. Mais non, mais je vous en prie, nos auditeurs ne s'en sont même pas rendus compte, vous savez. Alors la seule chose, c'est que vous n'avez pas entendu toutes les gentilles choses que j'ai dites sur vous, ce qui vous permet de ne pas rougir, c'est très bien finalement. Ça m'aide un peu. Alors, nous allons, si vous voulez bien, reprendre l'histoire d'Astérix par le commencement, c'est-à-dire par les tout débuts. Au tout début, parce que j'ai là sous les yeux, moi, un album magnifique avec la première partie de vos productions, toutes sortes de bandes dessinées dans les années 40 jusqu'au début des années 50. Alors, il y a eu encore une décennie entre cette période et la création d'Astérix, et vous nous dites dans votre autobiographie qui s'appelle Albert Uderzo se raconte aux éditions Stock. J'aimerais faire un petit arrêt sur image pour réfléchir au temps passé, car aujourd'hui, en explorant ma mémoire, je suis étonné par tout ce que nous avons tenté de développer avec plus ou moins de réussite entre 1951 et 1959, c'est-à-dire durant les 8 années qui ont suivi ma rencontre avec René Goscinny, Jean-Michel Charlier et Jean Hébrard. Avec le recul, je constate que nous avons eu peu de temps pour développer avec une sacrée énergie cette profusion d'idées et de créations qui aboutiront finalement à la naissance du journal Pilote. Ça a été un moment de foisonnement. C'est vrai, c'est assez étonnant, et c'est en l'écrivant d'ailleurs que je me suis rendu compte que le temps passait à une vitesse extraordinaire et que nous ayons pu avoir des aventures aussi grande, puisque pour arriver à l'avènement du journal Pilote, on était loin de s'y attendre. Et quand on pense qu'il ne s'est passé que 8 ans du jour de notre rencontre avec René Goscinny, on était tellement loin de nous attendre un jour à ce genre d'aventure, que ça paraît incroyable. Aujourd'hui, dans ma vie, 8 ans, c'est vite passé. Mais alors, à l'époque, il se passait pas mal de choses pendant ces 8 ans. Oui, mais surtout que là, c'était une période de création intense. Absolument, oui. Alors, vous êtes un jour c'est chez vous qu'a eu lieu la création, on peut dire, du personnage, l'idée. Oui, vous étiez en train de passer en revue les grands moments de l'histoire de France et vous demandez à quelle période vous pourriez situer une aventure. Dans notre HLM de Bobigny, face au cimetière parisien de Pantin, merveilleux décor. On ne s'est pas rappelé de quel mois il s'agissait. C'était forcément un mois d'été, puisqu'il faisait très chaud, ou juillet ou août. Et là, on a décidé de trouver une idée, parce que le temps faisait que nous n'avions plus beaucoup de temps, justement. Le journal devait paraître, comme on le sait, le 29 octobre 1959. Et nous avions une première idée qui a capoté, parce que nous avions cru que c'était une bonne idée, et elle était déjà utilisée par un autre dessinateur, à savoir le roman de Renard. Donc, il a fallu faire très vite. René m'a dit, cite-moi les grands éléments de notre histoire. J'ai commencé par l'homme des cavernes. Il m'a dit, non, ça c'est déjà fait. Les Gaulois, les Gaulois. Ben oui, ça. On avait cru à l'époque que les Gaulois n'avaient jamais été pris sur le plan humoristique. On s'est rendu compte après que ça avait déjà été fait, mais bon, c'était trop tard. Et heureusement qu'on ne le savait pas. Alors, vient assez vite le nom d'Astérix, et puis tous les noms des personnages. Vous savez, nous, quand nous avons pensé à faire des Gaulois, nous avons bien sûr pensé à Vercingétorix. Oui. Alors, tout de suite, on a dit, tiens, notre héros s'appellera Astérix, ça sonne bien, et puis
Tous les autres sont venus en une demi-heure et c'est devenu un jeu pour nous. Et effectivement, ça vient très facilement, ça c'est très facile. Assurance Tourix, par exemple, nous a plongé dans une hilarité au moins de 2 minutes et puis ensuite on est passé au suivant. Donc tout est venu très vite au départ, évidemment, vous créez l'univers. Et d'ailleurs, on peut dire que lorsqu'on voit la première aventure, Astérix le Gaulois, l'essentiel est déjà là. Alors bien sûr, tout ça va se raffiner dans les 3 aventures suivantes, jusqu'à prendre la dimension qu'on connaît aujourd'hui. Mais enfin, on peut dire que les bases sont claires. Les bases principales, oui, sont déjà là. À savoir que les bases pour nous étaient très simples. On prenait ce que nous avions appris lors de notre enfance dans les manuels d'histoire, où on nous expliquait que les Gaulois c'était avant tout, il y avait un chef, il y avait un druide, il y avait un barde, ça n'allait pas plus loin. Donc on s'est servi de ces bases très simples pour construire un petit village sans prétention, mais où il fallait donner quand même un motif très très important pour réagir face aux légions romaines. Et c'est là où on a eu l'idée de nous servir de l'image d'un druide, parce que les druides avaient ce côté magique qui a donné lieu à toutes ces légendes celtiques qu'on a connues par après, avec les chevaliers de la table ronde, par exemple, le Merlin l'Enchanteur et compagnie. Donc, ça nous a donné l'idée, ça a donné l'idée surtout à mon ami René Goscinny de faire fabriquer par le druide possibilité d'une potion magique qui leur donnait une force surhumaine. La fameuse potion magique des Gaulois, en tout cas du village d'Astérix. Franck Ferrand sur Europe 1. Et je vous rappelle que c'est une journée spéciale Astérix sur Europe 1 dans le cadre de la sortie du film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté dans les salles le 17 octobre. Et nous avons la chance avec Franck de recevoir le père d'Astérix, Albert Uderzo. Et le père d'Obélix, et peut-être encore davantage le père d'Obélix que celui d'Astérix d'ailleurs, car c'est vraiment votre création propre, Obélix, Albert Uderzo. Ça fait partie de cette aventure à laquelle évidemment personne ne se doutait du but et de l'arrivée surtout. Il faut déjà expliquer que Astérix, il est né pourquoi ? Parce que nous avions eu la liberté de créer enfin ce que nous voulions créer dans la forme d'humour que nous souhaitions. Sans contrainte. Sans contrainte, à savoir que jusqu'à Astérix, tous les directeurs de journaux, les rédacteurs en chef nous demandaient de faire du sous-Tintin, évidemment. Tintin, il fallait copier Tintin. Oui. Voilà, parce que c'est ce qui marchait. Donc, et on a été obligé de faire des sous-Tintin pour arriver à vivre. Et lorsque nous avons eu cette possibilité grandissime et extraordinaire, René m'a dit, on fait un héros qui est un anti-héros. J'avais commencé à dessiner le personnage en lui donnant une taille qui me paraissait normale au vu des Gaulois tels que nous les apprenions à l'école. Et il m'a dit non, je veux un petit bonhomme pas joli, mais pas forcément intelligent, mais très malin. Je fais donc ce petit personnage et je dessine à côté, paraît-il que je suis têtu, et c'est lui qui le disait d'ailleurs, René, j'ai dessiné un personnage plus grand qui portait un menhir parce qu'il fallait lui donner une utilisation, du fait qu'il était en armorique. Il avait d'ailleurs une hache sur le côté de la ceinture, qu'il a perdue par après. Et voilà. Et René s'est rendu compte petit à petit que ce personnage pouvait être quand même intéressant pour donner la réponse au personnage principal. Il a perdu la hache, il a gagné du ventre, Obélix. Il a surtout gagné une épaisseur psychologique finalement. Il devient un personnage d'une grande subtilité sous ses dehors. Et je dois dire que là, René Goscinny a créé en deuxième main ce personnage. Moi, je l'ai créé physiquement, lui, il l'a créé sur le plan moral. Et c'est un personnage très riche finalement. On s'en rend compte aujourd'hui parce que j'imagine que les lecteurs et surtout les enfants ont une préférence pour ce personnage. Le succès s'est révélé rapidement avec Astérix le Gaulois. Oui, relativement rapidement, puisque le premier album est sorti en 1951, à 6500 exemplaires. Et en 1956, l'Express faisait la couverture du personnage. En 66, oui. En mettant phénomène de société. Et donc on s'est dit... il n'y avait pas que ça d'ailleurs, vous savez. On s'est promené... Goscinny et moi-même dans la rue et on a entendu Astérix vient ici.
C'était un chien qui se baladait, qui s'appelait Astérix. On s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose qui fonctionne. Vous avez même cru, vous racontez ça dans vos mémoires, là, vous avez cru qu'on avait baptisé un satellite français du nom d'Astérix. Il y a eu là-dessus... Il y a eu un satellite français qui s'appelait officiellement A1. Voilà. Et dont un ingénieur de satellite s'est amusé à donner le nom d'Astérix. Alors très vite, Astérix devient donc, comme le disait l'Express au milieu des années 60, un phénomène de société. On dépasse le cadre du journal pilote et même des albums pour voir naître des dessins animés. Et tout ça se fait bien sûr dans une atmosphère de rigolade, d'éclat de rire, mais ça reste très sérieux, comme le disait René Goscinny au micro de Christian Barbier. Vous savez, nous, dans notre travail, c'est un jeu que nous prenons très au sérieux. C'est un énorme travail et par conséquent, on doit le faire d'une façon très professionnelle. Dans un dessin animé, on ne rit pas sur le plateau. Et par conséquent, on le fait très très sérieusement. Et on n'a pas le droit de rire. Mais on n'a pas envie de rire. C'est bien plus tard, quand c'est terminé, quand on voit la séquence, quand on les voit bouger. À ce moment-là, on se détend et on s'amuse. Mais pendant qu'on le fait, c'est presque impossible. Seulement, évidemment, c'est très agréable à faire. Et c'est surtout très agréable à voir et à suivre. Nous allons, en compagnie bien sûr toujours d'Albert Uderzo, poursuivre notre découverte de l'univers d'Astérix. Et nous avons invité pour le faire une grande spécialiste du monde romain et du monde celte, latiniste, maître de conférences honoraire à la Sorbonne, Daniel Porte, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1 et qui va nous livrer son regard sur la bande dessinée. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jusqu'à 14h sur Europe 1, une émission hors série de cœur de l'histoire, je vous le rappelle, consacrée à Astérix. Astérix, dont l'un des papas est avec nous, Albert Uderzo. Je dis l'un des papas, c'est vraiment un travail à deux que vous avez fait avec René Goscinny. C'est une co-création, bien entendu. C'est une co-création et ce qui est admirable, je ne pense pas avoir connu, peut-être que ça existe maintenant, mais avoir connu une collaboration et une osmose aussi puissante que celle que nous avons connue. C'était pas du tout prévu, évidemment, et comme tout ce qui n'est pas prévu, ça paraît normal. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, lui dessinait sa propre série, moi j'écrivais mes propres scénarios, et on a vu que chacun avait une spécialité bien propre. Et on a décidé de marier ces deux spécialités, sans penser au succès évidemment qu'on aurait plus tard. Et alors, évidemment, la finesse de l'humour à multiples détentes de René Goscinny s'est mariée littéralement avec votre incroyable finesse à vous, la profondeur du dessin dont je parlais tout à l'heure, et puis ce sens incroyable du détail. Je parlais tout à l'heure de ces petites fleurs, de ces volutes de cheminée, des cruches de cervoise ici ou là, des petits animaux qui circulent, un écureuil, des poules, enfin, vous avez ajouté ça n'est pas dans le scénario, j'imagine. Ça n'est pas dans le scénario, non, ça me permettait, moi, de m'amuser un peu plus, si vous voulez, parce que de broder sur la trame. De broder sur la trame. J'éprouvais d'abord énormément de plaisir quand je lisais le scénario que m'envoyait mon ami, parce qu'il travaillait le scénario de A à Z avant de me donner l'exécution du dessin. Donc j'étais le premier lecteur, en quelque sorte, d'Astérix, et je m'amusais beaucoup. Ça me permettait comme ça d'entrevoir des choses. Et puis je m'amusais aussi, sans trop esquinter évidemment le scénario lui-même, à broder avec des animaux, en y mettant par exemple, quand le brave Abracourcix tombe de son bouclier, il perd son casque et il glisse du pavois. Voilà. Et une poule s'approche du casque qui a des plumes et est amoureuse de ce casque. Voilà, des choses aussi bêtes et aussi simples, mais qui m'amusaient à traiter. Et qui donne au dessin toute sa profondeur, précisément. On n'est pas dans quelque chose de trop épuré. C'est toute la force, à mon avis, de cet univers que vous avez réussi à créer. Alors, on écoute depuis le début de cette émission des extraits d'une émission que Christian Barbier avait consacrée à Goscinny le 1er janvier 1969. On est à la très grande époque d'Astérix, là, au sommet, si je puis dire. Et donc, nous avons entendu Goscinny nous parler du sérieux qu'il fallait. Nous l'avons entendu parler de la création des noms. J'aimerais qu'il nous dise quelques mots du latin qu'on trouve dans Astérix.
En réalité, je n'ai jamais fait de latin, voyez-vous. Alors, par conséquent, je me suis toujours inspiré des pages roses du Larousse, ce qui d'ailleurs m'a permis, quelquefois, j'ai reçu des lettres de latinistes distingués en me disant, messieurs, vous avez fait une erreur, cette phrase n'est pas correcte, je l'ai réexpédiée à la page numéro tant du petit Larousse illustré. Autrement, voyez-vous, nous ne pouvons pas faire d'erreur, nous n'avons jamais fait de latin. Alors vous l'avez improvisé ce latin, quoi. Vous ajoutez des us de temps en temps, des âmes, des aucune déclinaison bien à propos, enfin. Ah, mais tout ça, non, même pas. Tout ça est parfaitement correct. Du moins, je le souhaite. Je souhaite que les éditions Larousse ne m'ont pas poussé à l'erreur. Non. À part ça, leur nom, bien sûr, se termine en us, c'est le nom des villes en âme. Oui. Mais c'est tout. Ils n'improvisent jamais, mes Romains. Jamais. Ils sont fous, mais ils n'improvisent pas. Ils sont fous, ces Romains, et ces latinistes parfois un peu aussi, mais pas vous, Daniel Porte. Bonjour. Bonjour Franck. Merci d'être des nôtres. Alors vous avez, disons-le tout de suite, vous êtes celle qui avait traduit en latin un certain nombre d'albums d'Astérix. Non, je ne les ai pas traduits, j'ai essayé de les traduire, et en particulier le dernier, qui m'a fait mesurer la distance qu'il pouvait y avoir entre les albums qui parlent de choses contemporaines et les albums qui anticipent. C'est là qu'il y a une différence, parce que parler d'ordinateur ou parler de fusée en latin, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, oui. Je suis désolé de vous avoir posé des éléments aussi lourds. Alors vous qui connaissez si bien le monde romain et pas mal du tout le monde gaulois, qu'est-ce qu'il y a dans Astérix d'historique? Après tout, on est dans une émission d'histoire ici. Alors dites-nous, l'univers général qui est présenté, cette Gaule de la toute fin de la conquête romaine et de la toute fin de la République romaine, cette Gaule de 50 avant Jésus-Christ, elle vous paraît crédible? Elle est crédible et elle n'est pas crédible sur un plan purement historique. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attacher à la réalité vraiment historique, parce que ça n'est pas le but de l'opération. Oui, ça, certainement. Non. Par exemple, Monsieur Goscinny ou Monsieur Uderzo, peu importe, date de 50, tous les épisodes. Mais il fait qui parler... fait une année très riche, une année très ce qu'on appelle une dilatation du temps. C'est l'année où la Gaule est conquise, puisque 52 Alésia bien sûr, et après Uxellodunum en 51, mais en 50 on est tranquille. Mais à ce moment-là, il va se priver de Cléopâtre qui est en 48, de Thapsus qui est en 46, de Pharsale qui est même en 48. Donc il faut échapper à cette rigueur historique pour se plonger justement dans l'univers Astérix et s'apercevoir qu'il n'y a rien de commun sur le plan des dates. En revanche, il y a énormément de choses qui sont parfaitement observées. Le seul handicap, si l'on peut dire, c'est que nous n'avons pas de renseignements vraiment fort sur la vie quotidienne, sur l'existence, sur la mentalité gauloise à l'époque de César. Nous en avons beaucoup plus sur la Rome impériale. Oui. Et donc, c'est un anachronisme voulu que de présenter les Gaulois de l'époque de César avec énormément de références à la Rome impériale. Par exemple, les orgies qui n'avaient aucun cours, si l'on peut dire, à l'époque de César, mais qui permettent d'introduire en plus la notion de l'anachronisme, qui est, je crois, le fondement même de tout Astérix, en particulier avec les orgies vues par Fellini. Eh oui, par exemple, bien sûr. Oui, on a d'ailleurs, on n'a pas voulu essayer de traduire exactement ce qu'était la réalité. D'ailleurs, à l'époque, on avait peu de moyens de savoir exactement quelle était la vie vraiment des Gaulois de l'époque. On s'est servi d'images tout à fait rudimentaires, mais on a triché. Vous avez déployé des images d'Épinal en quelque sorte. Évidemment, on s'est amusé à traiter l'histoire, et on regrette pas d'ailleurs, parce que si on avait raconté la véritable histoire, je ne sais pas du tout si on aurait pu y trouver un gramme d'humour. Absolument mais pas. Là, on a chahuté un peu justement, et les éléments et les personnages, comme vous parliez de Cléopâtre par exemple, parce que ça nous donnait une motivation à créer une histoire qui puisse amuser le public. Bien sûr. Ah, le bonheur des orgies à la fondue d'Astérix chez les Helvètes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et je vous rappelle que c'est une journée spéciale sur toute l'antenne d'Europe 1 à l'occasion de la sortie en salle le 17 octobre prochain du film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, europe1.fr évidemment. Nous vous retrouvons Franck avec vos invités pour en parler. Avec mes invités, donc Albert Uderzo évidemment et Daniel Porte qui est maître de conférences honoraire à la Sorbonne et qui est grande latiniste devant l'Éternel, qui donc porte sur tout cela un regard d'expert, mais un regard très amusé, Daniel Porte. Ça vous fait rire, Astérix? Absolument. Il y a différents niveaux pour le lire, bien entendu, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une bande dessinée intellectuelle et sans prétention. Autrement dit, je crois que le summum de ce que vous avez fait de plus génial, ça se trouve dans les Jeux Olympiques, où vous avez un bas-relief qui représente un taureau avec dessus deux personnages qui appuient la main sur le taureau qui est par terre. Et là, il faut savoir le grec pour apprécier vraiment, parce qu'il y a Goscinny, Despotes, Uderzo, Tyrannos. Ça, c'est absolument superbe, en grec. Autrement dit, ça veut dire Goscinny le plus fort et Uderzo le patron, si vous voulez. Ça, il faut le faire. Oui, je veux dire que par moments comme ça, et ça c'est une idée qui m'est venue parce qu'il fallait quand même qu'on pénètre un petit peu nous-mêmes d'ailleurs dans les aventures d'Astérix. Ça me suis toujours amusé quelquefois à nous caricaturer. Et à mettre d'ailleurs un certain nombre de personnalités célèbres des différentes époques les aventures, bien sûr. Bien sûr, on retrouve Guy Lux, on retrouve Pierre Tchernia, etc. Pierre Tchernia surtout, qui avait pas mal, beaucoup de rôles. Qui était votre complice un peu, on peut dire. C'était notre complice et il adorait évidemment de se voir apparaître. Surtout que ça dégradait parce qu'il a commencé par faire partie de l'état-major de César pour finir en légionnaire un peu ivrogne qui finissait mal. On s'amuse comme on peut. Mais oui, mais c'est justement, ce sont toutes ces références à des niveaux différents qui font la richesse de la BD. C'est-à-dire que vous faites des clins d'œil à la société actuelle, mais vous faites aussi des clins d'œil à toutes les grandes références culturelles. Daniel nous parlait elle évoquait pendant l'écran publicitaire l'album Astérix chez les Belges, où l'on a carrément les noces de Bruegel revues et corrigées à la façon Uderzo à l'époque antique en fait. Avec le coup de génie, je trouve, qui est de remercier Victor Hugo et Bruegel dès la page de garde. Parce qu'en plus, vous avez Waterloo. Alors, Waterloo, c'est attendu chez les Belges, évidemment, mais vous avez en plus une sorte de virtuosité pour mélanger encore les époques dans les citations. Parce que vous avez Waterloo Morne-Plaine qu'on attend évidemment, mais vous avez aussi le plat pays qui est le mien, c'est-à-dire Jacques Brel, en plein milieu. Et là-dessus, vous avez toute la citation de Victor Hugo sur Grouchy et Blücher, bien entendu. Et il attendait, mais ce fut Astérix, bien évidemment. Et là, on a cette sorte d'humour bien spécial et que j'adore. C'est la connivence entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire que l'auteur lance un défi au lecteur pour savoir s'il va reconnaître un tel ou une citation, etc. Et le lecteur, lui, est tout content de se dire « Ah, tu as voulu m'avoir, eh ben non, j'ai reconnu. » Vous voyez, et ça, c'est spécial. Et c'est ce qui explique les humoristes sont incorrigibles. Et c'est ce qui explique que toutes les générations s'y retrouvent. Oh oui, moi, je me rappelle avoir redécouvert adulte toutes sortes d'allusions, de citations, de références qui m'étaient évidemment passées très au-dessus lorsque j'étais enfant. Oui, on nous dit souvent d'ailleurs qu'il y a une deuxième lecture. Qui se fait avec Astérix. On n'a pas vu les premiers. Évidemment, un enfant ne peut pas percevoir certaines choses, mais quand il relit les albums, il les retrouve à ce moment-là. Et bon, ça a toujours été notre dada de pouvoir non pas chercher une deuxième lecture, mais d'essayer d'en amuser le plus possible. C'est le message à nos auditeurs. Allez retourner dans vos albums, retrouvez les albums d'Astérix et vous allez avoir cette deuxième lecture qui est un véritable régal. Alors bien entendu, une lecture qui suppose la surutilisation des anachronismes. On peut dire que Astérix est volontairement le temple de l'anachronisme. Quand vous emmenez Astérix chez les Bretons, ce qui est le cas donc de l'adaptation là au cinéma, dont nous allons parler dans un instant, évidemment, vous y installez le thé, vous y installez le rugby. On invente le thé. Enfin, vous inventez le thé, vous inventez le rugby, etc. Tout ça est incroyable. Oui, absolument. Vous savez, on est obligé. Nous étions obligés avec René, quand il voyageait, de faire en sorte qu'on puisse reconnaître dans quel pays ils allaient. Et les particularités de chaque pays étaient forcément des particularités. C'est très typé, oui, bien sûr. Modernes. Parce que il est évident que, je ne sais pas comment s'appelaient les Bretons à l'époque, c'était les Angles peut-être.
et qui n'a rien à voir avec les Bretons d'aujourd'hui, qui sont nos Bretons à nous. On devrait dire Joli thorax avec sa moustache. Oui, c'est ça, oui. Donc, on est obligé de jouer là-dessus. Et c'est curieux d'ailleurs parce que certains ont réagi un peu négativement. En Espagne, par exemple, on nous a dit, vous avez fait, en ce qui me concerne, vous avez fait des Espagnols bruns qui ressemblent plus à des Gitans qu'à des Espagnols. Parce que les Celtibères étaient blonds, paraît-il, c'était une race celtique. Et donc ils se trouvaient vexés d'avoir été représentés de cette façon-là. Seulement, on est bien obligé pour faire comprendre à certains des autres pays que c'était l'Espagne en faisant des Espagnols, des Ibères correspondant à ce qu'on a dans l'image d'aujourd'hui. Et ainsi de suite. Il y a eu pas tellement, mais enfin, je sais que en Suisse, par exemple, les Helvètes, quand on a fait les Helvètes, on a eu des Suisses qui nous ont dit, mais il n'y a pas que il n'y a pas que les coffres-forts en Suisse, il y a aussi le chocolat. Le chocolat, il n'existe quand même pas à ce moment-là. C'est curieux comme on se rappelle la dernière réplique d'Obélix. Alors Obélix, comment était-ce l'Helvétie? Comme il n'a jamais vu les montagnes, car il a passé son temps, le pauvre, ivre et assommé. Plat, répond-il. C'est ça, oui. C'était le résumé de ça, de l'histoire. Alors, on va venir aux différentes adaptations, à la difficulté sans doute d'adapter à Astérix dans un instant. Dites-nous peut-être, Albert Uderzo, si vous le savez, s'il y a des pays dans le monde qui ont adopté Astérix autant que la France. Est-ce qu'il y a des pays où Astérix... J'en connais quelques-uns, mais surtout un qui nous a surpris, Goscinny et moi, c'est l'Allemagne. Ah oui. L'Allemagne, 10 ans après la sortie d'Astérix, un éditeur allemand a voulu sortir Astérix. Et le succès a été faramineux. Et ça nous a été très utile. Pourquoi? Parce que le succès d'Astérix en France a été mal compris. On a dit... oui, c'est une parodie de l'occupation, quoi. Plus que ça, c'est l'image de Gaulle, parce que De Gaulle, la Gaule, ouais, De Gaulle avec deux L et la Gaule avec un L, ça fait rien. On faisait un mixage des choses, alors que le général De Gaulle n'avait pas besoin de nous en 58 pour plaider sa Mais c'est vrai qu'il y a une concomitance. Vous arrivez à peu près au début du régime gaulien, c'est vrai. Oui, et tout le décollage d'Astérix a lieu pendant les années du général de Gaulle. Voilà, ça, exactement. D'où l'image que ça donnait. Et alors, on disait surtout le succès, parce que en France, nous sommes un pays qui devons expliquer les raisons d'un succès, surtout d'un succès. Voilà, le succès vient surtout du fait d'avoir chatouillé un peu l'esprit cocardier du français. Et ça nous gênait un peu, parce qu'avec René Goscinny, nous avions un devoir de ne jamais faire de politique, de ne pas montrer une image, disons une direction politique. Ça n'a jamais été notre rôle. On sait qu'on s'adresse à des enfants et on ne veut pas jouer sur la moralité des enfants. Et puis est arrivé justement ce succès en Allemagne. Et alors là, on a dit, bon, écoutez, il n'y a aucune raison que les Allemands soient cocardiers pour les Français. Donc c'est qu'il y a autre chose. Voilà, les Allemands, ils trouvaient bien autre chose que la caricature de l'occupation à travers l'occupation romaine en Gaule. Oui, sans absolument. Doute. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film dont nous sommes partenaires et qui sortira le 17 octobre, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Alors Albert Uderzo, vous avez collaboré à ce film, ça se passe comment Non, absolument pas. Mon seul travail, ça a été de lire l'adaptation qui a été suivie de très près d'ailleurs, qui m'a permis de croire que nous avions un bon film à partir du moment où les deux personnages principaux avaient un rôle qui leur allait, qui était conforme, à l'esprit des personnages. À l'esprit du personnage, voilà. En fait, vous avez commencé par adapter la bande dessinée en dessin animé, et puis plus tard sont venus les films. Voilà, le passage du dessin animé au film, c'est complexe quand même, hein, évidemment. Très complexe. Et là, le premier film qui a été demandé par Claude Berry, je n'y croyais pas tellement, parce que je voyais mal
comment trouver un comédien qui puisse ressembler à ce personnage difforme. Et il a bien fait d'ailleurs de faire cette expérience qui s'est avérée être un succès. Le premier film, c'est le film qui a été réalisé par Claude Zidi, qui était d'ailleurs dans un décor extraordinairement beau. Et là où on a découvert qu'il y avait un Obélix patent qui était Depardieu et qui n'a pas quitté. Nous avions notre Obélix. Hein. Ah oui. Une évidence. Ça y est, maintenant il est Obélix à la vie. Vous avez en quelque sorte un droit de regard, j'imagine, sur tout ce qui se fait concernant Astérix. Il y a le parc à thème également. Oui, bien sûr. Le parc à thème, d'ailleurs, c'est une idée que nous avons eue avec un de mes collaborateurs. C'est une idée folle. Nous n'avions absolument qu'un moyen financier, nous, pour créer ce genre de choses. Il a fallu investir avec des banques Oui, c'était une grande aventure. Oui, une grande aventure. C'est arrivé difficilement d'ailleurs, parce que il y a eu quelques problèmes au départ. Puis finalement, ça a abouti à ce qu'on sait. Et je suis très heureux de savoir que ça a pu aboutir. Alors, à l'occasion de la sortie du film, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, quand je parlais d'anachronisme tout à l'heure, là, ça se pose là, il y a des albums qui ressortent. Donc, vous ressortez Astérix chez les Bretons et les Bretons sous une couverture particulière. Hein, oui, on a changé la couverture pour faire en sorte que ça rentre dans la nouvelle sphère de l'album. Il y a également un double album. Un double album avec qui concerne le film exclusivement. Et puis un double album avec Astérix et les Bretons et Astérix et les Normands. Oui, puisqu'on peut dire que le scénario du film s'inspire directement de ces deux grandes aventures. Oui, parce que pour une raison très simple, c'est qu'en général, un album, on a constaté ça même à l'époque avec René Goscinny, un album ne peut donner que 60 minutes de film. Et on a toujours été presque obligé de prendre un deuxième album pour faire un film de 80 minutes qui est le minimum imposé. Alors, deux messages qui nous arrivent, un par Facebook et un par Internet. Un pour vous, un grand bonjour à ce grand monsieur qui nous fait tant rire en grandissant. Merci monsieur Derzo, merci monsieur Goscinny, dit Emmanuel. Et puis Pierre me fait remarquer que tout à l'heure, sans doute dans l'émotion de ce début d'émission, j'ai attribué à Jean-Jacques Rousseau une citation qui en fait est de Montesquieu. N'ayant jamais eu, vous savez, de chagrin qu'une heure de lecture de Métauté, je rends donc à César ce qui lui appartient, à Montesquieu, qui est l'auteur de l'Esprit des lois, notre plus grand juriste du XVIIIe siècle. Je cite, pour finir, il y aurait là beaucoup d'ouvrages à citer, mais bien sûr, les mémoires d'Albert Uderzo s'appellent Albert Uderzo se raconte, c'est édité chez Stock. Un ouvrage vient de sortir qui s'appelle René Goscinny, 1001 visages, présenté par José-Louis Bocquet chez Imave Éditions. Et puis alors, ce chef-d'œuvre incroyable, c'est le premier d'une longue série, et il paraît qu'il va y avoir 7 tomes, me dites-vous. Hein. Ça s'appelle tout simplement Uderzo, l'intégrale, et le premier volume est consacré à la période 1941-1951 par Philippe Cauvin et Alain Duchesne. Quant à vous, Daniel Porte, nous attendons bientôt un Vercingétorix qui doit sortir. Et oui, il n'y a pas grand rapport avec Astérix, puisqu'on commence Astérix au moment où Vercingétorix jette ses armes sur les pieds de César. Oui. Mais donc, il y avait quand même beaucoup à dire sur le personnage. Allégia chez Oucha, Allégia. Merci infiniment, Albert Uderzo, d'être venu nous rendre visite. Non, merci à vous.